Bonjour, je m'appelle Pierre Guigui, je suis journaliste et auteur d'ouvrages sur le vin, spécialisé sur le vin. Je dirige une collection et bienvenue au voyage au Caucase, la Géorgie qui rassemble des écrivains, traducteurs, éditeurs, scientifiques, réalisateurs, comédiens et onologues français et géorgiens. Et dans le cadre de ce voyage au Caucase, de ce festival en ligne, nous avons le plaisir de recevoir Anna Chevnitsy, qui est historienne, qui étudie le patrimoine culturel caucasien, de mission scientifique française et conservée dans les musées en France et travaille sur l'histoire de la viticulture géorgienne. Bonjour Anna. Bonjour Pierre, bonjour et bienvenue à notre festival. Voilà, faudrait que tu nous éclaires un peu sur les vins géorgiens. Faudrait que déjà peut-être que tu te présentes. Pourquoi tu es intéressé par les vins géorgiens? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que je suis, comme chaque Géorgien ou Géorgienne, je suis très liée avec le vin, avec la viticulture, la viniculture, parce que en Géorgie, c'est comme dans plusieurs pays d'ailleurs. Tout le monde a les grands-parents qui habitent dans le village, qui cultivent leurs vignes. Et même s'il n'y a pas ça, tu sais que on dit qu'en Géorgie, la vigne et le vin sont omniprésents. C'est-à-dire, même quand tu promènes dans les capitales, très souvent, tu peux trouver que dans les rues, sur le trottoir, il y a des vignes qui sont plantées, qui poussent ensuite, qui remontent le balcon. Et comme ça, parfois, tu peux, en automne, on peut voir cette vendange citadine qui se produit. Donc, c'est très lié avec notre vie quotidienne. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser en tant qu'une archéologue et historienne il y a à peu près une quinzaine d'années, quand nous avons créé un club, Georgian Wine Club, en Géorgie avec mes amis, et on a commencé à travailler sur ces questions, comment présenter le vin, comment montrer aux Géorgiens aussi qu'est-ce que ça représente au niveau de notre culture, parce qu'à l'époque, il y avait, au fur et à mesure, les Géorgiens se sont commencés à s'intéresser à des cépages endémiques, ils voulaient replanter sur leur terrain, et c'était un grand travail que nous avons fait Pour faire renaître le vin géorgien. Si je comprends bien, il y a une histoire d'amour entre la Géorgie et le vin. Il y a une histoire d'amour peut-être personnelle, mais en tout cas historique déjà. Il semblerait que ce soit quand même le berceau du vin, la Géorgie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, sur le plan historique, un peu cette naissance du vin en Géorgie, et puis où se trouve la Géorgie? Qu'est-ce que c'est la Géorgie exactement? Oui, oui, c'est le berceau du vin, berceau de la viticulture, de viniculture. On entend souvent de dire ça. La Géorgie se revendique aujourd'hui comme le berceau de la viticulture. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant mes recherches, je trouvais que cette phrase, la toute première fois, a été utilisée par un entomologue français qui est allé en Géorgie en 1868. Et je trouvais ça très intéressant, très passionnant de découvrir cette phrase dans son récit dans lequel il décrit la viticulture de Géorgie. Donc, c'est l'époque où on ne connaît pas encore le phylloxéra, mais il y a certaines maladies qui arrivent des États-Unis, et il y a déjà des problèmes qui apparaissent dans des vignes. Et le français, il commence à s'intéresser à la Géorgie parce qu'il y a différents voyageurs qui ont passé par ce pays et qui ont vu qu'il existe des différents types de plantations, c'est-à-dire il existe des vignes basses, il existe des vignes en automne qui sont mariées à des arbres et qui ont ces grappes et ces deux branches qui passent d'un arbre à l'autre. Et c'est très joli. Et puis, il considère que donc c'est un endroit où le vent sérénait. Donc, c'est vraiment le berceau. Et donc, c'est Théophile Deyrolle qui le décrit dans son article
qui est apparu la même année, l'année suivante de son voyage, donc mi-19e siècle en France. Et il dit que c'est à cet endroit-là que la vigne et le vent seraient nés. Oui. C'est une idée qui est reprise par plusieurs Français ensuite. Tout au long donc c'est une idée qui existe, surtout dans des années 1960-70, quand la Géorgie est sous l'époque soviétique. Et il existe, donc il y a les archéologues qui font les fouilles archéologiques sur les sites néolithiques en Géorgie. On commence à découvrir le pépin de raisin cultivé qui date de début néolithique, qui date de 6000, 5000 avant Jésus-Christ, 4000, etc. Donc il y a plusieurs découvertes. Et ça, c'est très intéressant au niveau pour apprendre l'histoire de l'apparition de la vigne et du vin. Et ensuite, la plus récente découverte, c'est il y a quelques années, donc l'article scientifique est apparu en 2017, fin 2017, il me semble. Donc, il y a quelques années, en Géorgie orientale, les archéologues ont retrouvé pendant les fouilles archéologiques sur un site néolithique datant de 6000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire 8000 ans depuis aujourd'hui. Ils ont retrouvé les poteries, les débris de poteries, et ils ont analysé pour extraire, donc il y avait des analyses qui ont été faites pour extraire les résidus qui sont restés dans le pore de ces poteries. On a découvert l'acide tartrique et d'autres acides qui sont liés avec le vent. Donc, on a dit, et c'est admis aujourd'hui, que les traces, les plus anciennes traces de la présence du vent est témoigné en Géorgie. Donc, c'est pour ça qu'on est... Voilà, donc nous sommes très fiers de découverte. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est ce qu'on aime bien souligner, que la Géorgie, c'est un pays qui n'est pas seulement le berceau de la viticulture, mais c'est un pays qui a continué pendant tous ces millénaires à cultiver la vigne, à faire le vin, à utiliser ces genres en terre cuite qu'on appelle kvevri et qui sont aujourd'hui connus dans le monde vitivinicole. Et moi, je dirais même que c'est la Géorgie qui a donné un nouveau mot très récemment à le dictionnaire, au vocabulaire du monde vinicole. Kvevri, donc c'est un genre en terre cuite qui est enterré dans lequel on fait le vin et qui sert pour la fabrication et pour le vieillissement du vin. Et donc on dit que ces premières poteries, ces premiers débris de poteries qui ont été découvertes, qu'on découvre sans cesse d'ailleurs sur les sites néolithiques, on dit que ce sont des ancêtres de Kvevri. Donc nous sommes très fiers de montrer cette présence tout au long de l'histoire de la Géorgie, mais surtout cette présence, elle existe parce que le climat est très favorable à la culture de la vigne. Donc la Géorgie, elle se trouve au bord de la mer Noire. Et donc, quand on parle de la viticulture et en général de l'agriculture, même des caractères, je pense, des gens, il faut toujours se rendre compte que c'est un pays qui est partagé en deux par un mont Lyrie au milieu. Donc, on parle de Géorgie de l'Est et Géorgie de l'Ouest. Et Géorgie de l'Est, c'est le climat continental avec les étés très chauds où le vendange débute fin août, mi-septembre, jusqu'au mi-septembre, c'est carrément terminé le vendange. Et la Géorgie occidentale, Géorgie de l'Ouest, qui a un climat subtropical, qui est beaucoup plus humide parce qu'il y a toute cette influence de la mer Noire qui arrive. Et la terre est humide, donc il y avait plus, par exemple, en Géorgie occidentale, il y avait plus de vignes et des vignobles qui étaient vignobles en automne, donc les vignobles qui poussaient sur des arbres parce que justement pour pouvoir aux fruits, aux raisins de mûrir et de ne pas être près du sol parce qu'autrement, c'était pas possible de le cultiver. Et alors, même aujourd'hui, il
il y a très peu de vignes en automne qui existent, mais les vendanges en Géorgie de l'Ouest, ça commence en octobre et parfois ça va jusqu'au mois de début novembre. Donc, ce sont deux. Ça se trouve où exactement en latitude par rapport à la France? Au-dessus, en dessous de la France? Oui, on peut dire l'Italie, un peu comme l'Italie, au même niveau, Espagne, donc sur le sud, un petit peu au sud de la France. Donc, on est vraiment dans une zone très propice à la vigne, Tout à fait. historique, hein, qui est vraiment le berceau de la vigne, c'est cette bande-là, comme ça, où un peu un peu le sud de la France et puis un peu en dessous jusqu'à la Grèce. Et on est vraiment dans une zone comme ça qui est très, très intéressante. Alors, quand tu parles de vignes en Haut-Ain, ce sont des vignes qui sont dans les arbres, je crois. Hein. Oui, Voilà. tout à fait. C'est une culture très traditionnelle. Ce qui est intéressant avec la Géorgie, c'est que ça nous rappelle des choses de l'histoire du vin, même dans d'autres pays, où effectivement les vignes étaient dans les arbres et il fallait cueillir le raisin parce que la vigne est une liane. Hein. Donc ce n'est pas une plante qui est au sol, c'est une liane qui monte et qui va s'accrocher comme ça dans les arbres et c'est une liane qui permet d'avoir donc des raisins qui sont en hauteur comme ça. Donc c'est assez intéressant de remarquer que le climat et puis le mode de culture est très traditionnel, en tout cas à certains endroits. Et ce que tu dis au sujet justement des Kervis, mais quelle est la spécificité de la vinification? Qu'est-ce que ça raconte ces grandes jarres en terre qui sont enterrées? Pourquoi on les a enterrées et pourquoi ce procédé d'utilisation de ces jarres? Oui, on a commencé les intérêts, je ne sais pas quand, mais dès le début, à une certaine époque, on commence à les intérêts, mais au départ, c'est ce qu'il faut dire, au départ, ils sont enterrés pas entièrement, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que le col qui dépasse, mais donc ça fait à peu près 2000 ans qu'on commence à les enterrer entièrement. Mais jusqu'à là, ils étaient enterrés aux 3/4, donc il y avait un quart de jarre qui dépassait de la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on dit, ce qui est très intéressant, parce que ce sont les jarres qu'on utilise pour la fermentation et pour le vieillissement ensuite du vin. Et d'être enterré, ça permet de maintenir la température qui est favorable à la fermentation et qui est favorable ensuite au vieillissement du vin. Parce que, comme je viens de dire, imaginons qu'en Géorgie occidentale, le vendange, c'est octobre, donc il fait déjà frais au mois d'octobre. Début novembre, il commence à faire vraiment froid, mais quand on presse le raisin et on le met dans le jarre, la terre est encore tiède et ça commence à maintenir une température qui est favorable pour que la macération, la fermentation démarre et puis pour que ça dure comme il faut. Donc, c'est une des préférences, disons, une des qualités lors de la vinification, ce qui est important, donc maintenir cette température. Et surtout, Kvevri, ils sont connus pour le vin blanc de macération, je pense. Ah, on parle de vin de macération. Donc, c'est assez intéressant. Donc, juste la fermentation, pour rappeler, c'est la transformation du sucre en alcool grâce aux levures. Et donc, les sucres qui sont dans le raisin vont se transformer en alcool avec les levures qui sont sur les baies de raisin. Hein, ou dans le chai. Donc, ce sont les levures qui vont transformer l'alcool et il faut une certaine température et c'est vrai que d'après ce que tu viens de nous expliquer, il est intéressant d'avoir des Kervis qui sont enterrés entièrement ou aux 3/4 pour justement avoir une température favorable à la fermentation. Mais donc, on parle de vin de macération. Est-ce qu'on peut parler d'un seul vin en Géorgie? Parce que si on parle des vins français, en France, on ne dit pas le vin français, on dit les vins français. Et je suis certain qu'en Géorgie, j'en ai goûté, et en plus, je suis certain qu'il y a énormément de vins géorgiens. Le problème, c'est qu'en France, quand on regarde le vin géorgien, on le regarde de la France, les Français pensent qu'il y a un seul vin géorgien, un seul type de vin, qui serait un vin de macération, et qui serait fait de la même façon partout, et qui aurait toujours le même profil, avec
des couleurs particulières. Je vais ouvrir une bouteille de Henrich, qui est un vin allemand. C'est le cépage, c'est un Rother-Traminer 2019, qui est un vin de macération. Et on va pouvoir regarder la couleur et parler ensemble de ce que c'est les vins de macération. Et est-ce qu'il y a plusieurs vins géorgiens? Merci Pierre. Malheureusement, je n'ai pas le vin géorgien avec moi pour montrer la couleur, mais merci beaucoup. Et oui, c'est une question extraordinaire, très intéressante. Merci pour cette question parce que justement, tu as raison, il n'y a pas un vin de macération, il n'y a pas un vin géorgien, il y a les vins en pluriel et chaque région, oui, voilà. Et on l'appelle le vin ambré parce que c'est une couleur d'ambre. Orange, oui, en français. Ça s'appelle le vin orange. On voit la belle couleur, oui. Vin orange et en Géorgie, on a utilisé. Moi, j'ai un vin rouge. Je suis en Bourgogne actuellement, j'ai un bruit, mais c'est Gaguimargios. Comme on dit en Géorgie, Gaguimargios, c'est le mot qui vient de la victoire, à notre victoire. Alors, victoire. Oui, c'est très intéressant parce que la méthode de vinification en Géorgie est différente d'une région à l'autre. Actuellement, on parle beaucoup de vin de macération, donc c'est une définition qui a été adoptée par l'OIV l'année dernière, le vin blanc de macération, dans lesquels on décrit que donc il s'agit de vin qui a été macéré, donc qui est resté en contact avec la peau pendant un mois. Mais en Géorgie, il existe différents types de vins de macération. Donc, pour expliquer le vin de macération, c'est-à-dire en Europe, ce qu'on appelle aussi en Géorgie la méthode européenne. Pour faire le vin blanc, on presse le raisin blanc, on sépare le jus et la peau, et on fermente le jus. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Et en Géorgie, on presse, après avoir pressé le raisin blanc, on met tout ensemble, c'est-à-dire le pépin, la peau, et parfois, ça dépend des cépages, parfois les rafles aussi. Tout ça, ça va ensemble, ça va dans le kvevri, on le met dans le kvevri, et ensuite il y a la fermentation alcoolique qui démarre. Bien sûr que le vigneron, il est là pour surveiller, il fait le pigeage tous les 5 heures, 6 heures, ça dépend vraiment du degré de fermentation. Et ensuite, une fois la fermentation est terminée, on ferme le kvevri, on laisse le vin macérer pendant 6 mois, presque 6 mois. Après, ça dépend des vignerons. Il y a certains qui préfèrent le garder pendant 3 mois ou 4 mois, mais voilà, dans certaines régions, il s'agit de 6 mois. Et la forme oblongue, la forme d'un œuf avec un bout pointu de kvevri permet de faire la filtration naturelle, c'est-à-dire le marc, il descend, et à l'ouverture de kvevri au printemps, on a le vin comme tu nous as montré, cette couleur ambrée, oui, magnifique, cette couleur ambrée qu'on découvre. Donc au printemps, le vin est né et on le découvre ainsi. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que si en Kakheti, qui est la région, une des grandes régions viticulteurs en Géorgie, donc Kakheti se trouve à l'est de la Géorgie, et en fait la production de vin, sur la totalité de la production annuelle, près de 65% de vin du vin est fabriqué en Kakheti, donc c'est une grande région vinicole. Mais quand on passe en Géorgie de l'Ouest, d'une région à l'autre, on découvre que les vignerons utilisent moins de marc. Après avoir pressé le raisin, ils peuvent rajouter 20% jusqu'à 30% de marc et laisser ainsi macérer pendant plusieurs mois.
dans d'autres régions, par exemple, on peut, après avoir pressé dans un pressoir, très souvent ce sont des pressoirs traditionnels en bois, comme dans le temps, il y a beaucoup de familles qui l'ont gardé, on laisse le vin fermenter et macérer dans des pressoirs et ensuite quelques jours, seulement quelques jours, et quelques jours après, on fait le soutirage et le vin, il va dans le cuivrerie, il continue sa fermentation et puis on ferme le cuivrerie. Donc, il y a plusieurs vins. Ça, je parle de vin blanc. Il y a bien sûr plusieurs cépages plusieurs cépages endémiques rouges aussi. Et en général, on dit, donc, il y a 525 cépages qui sont répertoriés historiquement en Géorgie. Ce sont des cépages endémiques et actuellement dans une pépinière qui se trouve près de Tbilissi et on peut le visiter aussi. C'est un endroit magnifique où il y a des recherches ampélographiques qui sont toujours en cours. Il y a plus de 400 cépages géorgiens, endémiques géorgiens et non seulement, qui sont conservés. Donc, il y a combien de régions différentes? Parce que donc, il y a des cépages, il y a beaucoup de cépages différents, il y a des vinifications différentes, des modes de vinification qui sont différents. Mais il y a combien de régions en Géorgie qui font du vin? 10 régions. 10 régions. Ça fait, au total, actuellement, ça fait près de 50 000 hectares de vignobles. C'est pas énorme, mais la Géorgie, c'est pas un grand pays non plus, c'est un tout petit pays. Et donc, 10 régions, ça fait une grande partie du territoire de la Géorgie qui font le vin. Et d'une région à l'autre, tu peux découvrir des différents vins, différents types de viticulture, différents types de conduite de la vigne et aussi différents cépages. Et actuellement, ce que je trouve absolument magnifique, actuellement, surtout après la présence soviétique, parce que c'était à l'époque soviétique, c'était très, très dur. Je pense qu'il faut que je dise quelques mots concernant le 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, la Géorgie, elle fait partie de l'Empire russe, et c'est vraiment... L'Empire russe, donc, qui a envahi la Géorgie. À quelle époque? Donc, en 1801, donc tout au début du 19e siècle, la Géorgie est annexée par l'Empire russe. Et en ce qui concerne de la viticulture et de la viniculture, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à découvrir le tonneau et l'embouteillage du vin. Et la Russie crée les apanages impériaux en Géorgie. Donc, ils voient que c'est une région qui est dans laquelle la viticulture est très présente, et ils essaient de leur faire fabriquer le vin qui est acceptable pour le goût russe, pour le goût européen, parce que Kvevri, ils considèrent quelque chose qui n'est pas du tout intéressant pour eux. Le vin de macération, ce n'est pas du tout intéressant. C'est trop artisanal, c'est pas assez industriel. Ils ont créé des centres industriels, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Il y a des grands vignerons, il y a des grandes maisons de vignerons qui sont créés, des grands centres. Et c'est à partir de ce moment-là commence cette question d'identité de vin géorgien. Et ce que je trouve absolument magnifique. Ensuite, par exemple, en 1918, quand la première République de la Géorgie est créée, le gouvernement commence à travailler sur cette question, commence à dire que le vin géorgien, c'est quelque chose qu'on peut exporter à l'étranger, parce qu'avant, il était exporté beaucoup aussi au long de l'histoire, mais bien sûr pas vers l'Europe, mais dans la région, on vendait, c'était un appui économique pour la Géorgie pendant plusieurs siècles. Et au début du XXe siècle, donc entre 1918 et 1921, lors de l'époque de cette première république de la Géorgie, il y a un congrès qui est créé, il y a les vignerons qui se mettent à travailler ensemble, et le Kvevri, c'est quelque chose qui est lié avec l'identité aussi. Mais cette première république a duré très peu de temps. En 1921, la Géorgie est annexée
cette fois-ci par la Russie bolchevique. Et la Russie bolchevique, donc il n'y a plus de propriété privée, bien sûr, tout appartient à l'État, tout appartient au kolkhoz. Et c'est extraordinaire de voir comment ces gens-là, comment les paysans, ils ont su garder tout au long des siècles. Ouais. Maintenant, moi je l'ai vu avec mes propres yeux, la génération de mes parents, ils ont vu. Personne n'avait besoin, l'État n'avait pas besoin de vendre des crèveries, mais les paysans, ils continuent à le faire pour leur propre terrain, avec ce petit vigne qui leur appartenait. Ils pouvaient le vendre entre eux. Ce n'était pas une vente officielle. Un échange, oui. C'était un échange et puis chaque paysan continuait à faire le vin pour l'année, pour sa propre consommation ou pour le mariage de ses enfants ou le baptême, etc. Et moi, je me souviens que mon grand-père qui habitait à la capitale, donc chaque week-end, il allait dans son village natal pour s'occuper de la vigne, pour faire... Donc, aujourd'hui, ça continue. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont repris le terrain appartenant à leurs parents ou les grands-parents. Et comme pendant l'époque soviétique, on a essayé beaucoup de supprimer le vin, surtout dans la région de Géorgie occidentale. Donc, l'État a privilégié de planter des agrumes, du thé, des noisettes, etc. Donc, il y a moins de vignobles qui sont restés. Et ces gens, ces jeunes, c'est extraordinaire. Je suis ce processus depuis plus de 10 ans. Je vois comment ils se renseignent, quel type de cépage endémique existait, était planté dans leur village par leurs grands-parents, et puis ils vont aller chercher ces cépages, ils vont abattre des noisettes pour replanter ces cépages et relancer dans cette viniculture. Et c'est ça, je trouve que c'est aussi extraordinaire de voir comment le simple paysan, par la transmission d'un père à un fils ou à une fille, qui ont su garder cette méthode de vinification qui aujourd'hui, en 2013, cette méthode de vinification a été inscrite sur la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Aujourd'hui, ça fait de la fierté, c'est très agréable, mais ça s'est passé par ce paysan qui ont su le sauvegarder. C'est intéressant parce que d'abord, il y a deux questions. Il y a deux questions que je voudrais poser. L'une, c'est dans les 10 régions, ces 10 régions géorgiennes, est-ce qu'il y a une région qui fait du vin et qui est en Géorgie, mais qui n'appartient plus à la Géorgie? Est-ce que dans les 10 régions, on compte toutes les régions de Géorgie qui font du vin? Ça, c'est la première question. C'est assez important parce que le vin géorgien, comme d'ailleurs le vin en général, raconte l'histoire de l'homme. Et c'est important de savoir où se trouve le vin. Et je crois qu'il y a une région qui est un peu à l'écart. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que on voit bien qu'il y a une tradition très forte dans la fabrication, dans le process de faire du vin. Mais je crois qu'il y a un lien très fort entre les Géorgiens et leur vin, parce que ça accompagne la vie. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, les familles faisaient leur vin. Alors, ça accompagne la vie comment? C'est-à-dire, à quoi ça sert le vin dans une famille? Bien sûr pour les mariages, bien sûr pour les événements, mais est-ce qu'on le boit différemment? Est-ce qu'on le boit en mangeant ou après ou avant? Comment ça se passe? Donc, c'est deux questions différentes, bien sûr. Donc, la première, c'est quelles sont les régions qui font du vin? Et la seconde, c'est comment on le consomme? Oui, ce sont 10 régions, tous faisant partie de la Géorgie. Et actuellement, parmi ces 10 régions, il y a 2 qui sont occupées par la Russie. Donc actuellement, c'est près de 20% de la Géorgie, du territoire de la Géorgie est occupé par la Russie. La région d'Abkhazie qui fait partie intégrante de la Géorgie, mais actuellement, nous ne pouvons pas y aller. C'est une région qui se trouve au bord de la mer Noire et où il y a à peu près, en tout cas, où il y a près de 54 ou 58 cépages endémiques qui sont répertoriés. La grande plupart,
pratiquement perdu. Mm. Suite à des guerres, 92, 93, 2008, donc il y a eu, comme je dis, ça fait 30 ans, nous ne pouvons pas y aller. Il y a une quinzaine d'années, déjà à l'époque soviétique, ça a beaucoup souffert. C'est une région qui a beaucoup souffert. Il y avait très peu de viniculture parce que sous l'époque soviétique, l'État privilégié, il plantait des agrumes, des mandarines, des oranges, etc. Donc, c'est toute l'agriculture tournait autour des agrumes. Et il y a une quinzaine d'années, les empénographes géorgiens, ils ont remis, parce que comme je t'avais dit, il y a une pépinière qui est près de Tbilissi qui conserve plus de 400, près de 420 cépages endémiques de Géorgie. Donc, ils ont remis une quinzaine de cépages endémiques d'Abkhazie à leurs collègues en Abkhazie. Et ça a été planté, je sais, mais actuellement, c'est quelque chose qui ne se développe pas. C'est pas une région qui se développe en tant que dans la viniculture. Et en ce qui concerne la région de Trinvali, c'est encore une deuxième région qui est occupée par la Russie. Ça, c'est une occupation rampante parce que il y a des paysans, des gens qui vivent dans les villages et une personne, il peut se réveiller le matin. Il y a plusieurs cas, il y a tous les jours des cas comme ça. Il va dans ses vignes pour travailler et il voit un fil barbelé passer sur sa vigne et il ne peut plus y entrer. D'un jour au lendemain, mais c'est vraiment d'un jour au lendemain et c'est la situation actuelle. C'est ça. Et passons à la consommation des vins géorgiens. Juste, je vais dire quelques mots par rapport à... Alors, ce n'est pas un vin géorgien, c'est un vin de macération. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une petite oxydation. On voit des notes de noix, de noisettes. On est sur des écorces d'orange. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve ça un peu dans le Jura avec ce qu'on appelle les vins sous voile, quand il y a une voile de levure, un voile de levure qui empêche l'oxydation trop rapide. Donc on voit c'est une oxydation qui est très légère. Il y a bien sûr des oranges, il y a des agrumes, il y a aussi des notes d'abricots. C'est assez intéressant, on est sur des notes de fruits secs aussi. Oui, c'est la fermentation malolactique qui le fait, qui démarre après dans le vin de macération. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on appelle les vins de macération, bien sûr. Je regrette qu'en France, on ait une vision monolithique un peu des vins géorgiens et qu'on consomme les vins et on demande à acheter des vins qui ressemblent à ceux-ci. On sait qu'il y a énormément de vins différents, énormément de façons de faire, des cépages complètement différents, mais les Français attendent un type de vin et en plus, ce procédé de vinification fait qu'on n'utilise pas de soufre. Donc c'est un vin très à la mode. Et on sait que la mode est quelque chose de très dangereux parce que la mode, elle va influencer les façons de faire et on va penser que le vin géorgien, c'est une seule chose, et on va demander ça. Est-ce que le vin géorgien a été influencé par la demande de consommation et est-ce qu'on n'oublie pas, nous, en France, de consommer le vin comme le font les Géorgiens, donc je reviens à ma précédente question, avec peut-être des toasts? Oui, oui. Tu as raison. La mode, c'est très dangereux parce que ça influence énormément et je vois cette influence, même en Géorgie. Comme je viens de parler de types de méthodes de fabrication de vin qui sont différentes d'une région à l'autre, mais comme Kakheti, c'est une grande région du vin et qui se trouve tout près de la capitale et c'est très facile. On prend l'avion, on arrive à Tbilissi, ensuite dans 1 heure, dans 2 heures, nous sommes à Kakheti, on peut faire le tour des vignobles. Donc, ce regard d'étranger qui est porté actuellement sur le vin géorgien, c'est porté sur le vin des Kakheti. Et je peur, d'ailleurs, moi je ne suis pas la première d'en parler, je pense que c'est Alice Ferry qui a écrit dans son livre, elle a mentionné que justement elle trouvait regrettable que
certains vignerons en Géorgie occidentale, ils étaient influencés par ce vin qui sont très charnus avec beaucoup de marc et par ces méthodes de vinification. Et je pense qu'il y a ça aussi. Mais tu vois, ça fait 2 ans, à peu près 2 ans, je vois qu'il y a beaucoup plus d'étrangers ou de Français qui viennent en Géorgie et qui essayent d'aller vers la Géorgie de l'Ouest pour découvrir d'autres types de vins géorgiens, d'autres méthodes de fabrication. Et ça, je trouve c'est très important. La question que tu as posée, c'est une question très importante, une des questions primordiales actuellement. Je pense qu'il faut qu'on puisse garder cet équilibre entre différentes régions et puis qu'on puisse s'intéresser à tous les types de vins qui est fait, parce que je pense que la Géorgie est là. On ne l'a pas encore découverte. Je pense que l'Europe est en train de la découvrir au fur et à mesure. Et en ce qui concerne la consommation, oui, il y a toujours, c'est très convivial. Moi, je me souviens comme j'ai découvert le vin pour la première fois dans ma vie, j'avais 15 ans. D'ailleurs, c'est un souvenir qui m'a échappé, dont je ne me souvenais plus pendant des années. Je l'ai redécouvert récemment. Nous avons parlé avec toi et tu m'as posé cette question. Donc, c'est revenu. J'avais 15 ans, c'était l'anniversaire de ma cousine qui a eu à l'époque 2-3 ans. Et c'était chez mon oncle. Donc, on était, c'était pas une grande table, mais c'était, voilà, donc c'était un anniversaire. Et puis, à l'époque, c'était des années 90, début des années 90. C'était juste à l'issue de la guerre. C'était la période très difficile. Et, la Géorgie avec beaucoup de moments difficiles dans l'histoire. Et moi, il n'y avait pas d'électricité, il y avait sans cesse de coupures d'électricité. Et mon oncle, il a sorti une bouteille de Grahuna, c'est un cépage endémique géorgien de Géorgie occidentale. Et je pense qu'auparavant, j'avais déjà goûté un peu de vin, mais je ne trouvais pas ça intéressant, c'était que l'alcool. Mais je me souviens de cette sensation, c'était une explosion de saveurs. Et pour moi, je me souviens même de cette bouteille. Et au fur et à mesure, ce souvenir, voilà, donc elle était, je ne me souviens plus, elle est partie quelque part dans la profondeur de mes souvenirs. Malheureusement, mon oncle, il a décédé, ça fait 15 ans, je ne peux pas lui poser la question d'où venait ce vin, mais en Géorgie, c'est ça, on découvre le vin lors de repas familiales, lors des fêtes. Et ces fêtes, elles sont très souvent décrites par le voyageur français, si on retourne, je ne sais pas, tous les voyageurs qui sont allés au 19e siècle ou au 20e, il y a toujours ça, il y a toujours les toasts, il y a toujours cette fête pendant laquelle on goûte des différents vins. Il y a toujours une personne qui s'appelle Tamada, c'est lui qui propose des toasts et qui dirige le table. Et il y a toute une liste de toasts. En fait, il y a un toast qui vient après le deuxième et il faut, comment se dire, c'est encadré, mais en même temps, il y a une espèce de liberté extraordinaire là-dedans. Et je trouve que voilà, donc c'est aussi intéressant à découvrir. J'ai l'impression que c'est un peu comme une consécration, enfin, un moment de fête, bien sûr, mais aussi un moment important où on va consacrer quelque chose, on va consacrer un partage, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien avec la tradition, qu'il y a un lien avec la culture orale, parce que je ne sais pas ce qui se dit pendant ces toasts. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent et qu'on ne devrait pas entendre en dehors de la maison, par exemple? Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une transmission orale des choses qui ne seraient jamais dites en dehors de la maison ou qui ne seraient jamais dites dans une autre occasion. Et ça, je sais, j'ai plusieurs témoignages que j'ai auprès de ma famille ou auprès des personnes que je connais à l'époque soviétique. Comme
on ne pouvait pas tout dire. Donc, c'est à cet endroit-là, c'est à la table, à travers le toast, qu'on s'exprimait. Et je me souviens, par exemple, un de mes grands-oncles qui était voilà, qui est parti en 1921, il a quitté la Géorgie suite à cette guerre, suite à l'annexion de la Géorgie. Et quand j'ai questionné, il habitait en France, il a passé toute sa vie en France. Et quand j'ai posé la question à ma mère, quand j'ai découvert cette histoire familiale dont je ne connaissais rien, et quand j'ai dit à ma mère, mais comment tu l'as su? Parce que c'était interdit d'en parler. Elle m'a dit, même, quels sont tes souvenirs quand je posais cette question à ma mère, parce que mon grand-père était déjà décédé à cette époque-là quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire. Elle m'a dit, tout ce que je connais sur cette personne, tout ça j'ai entendu pendant les fêtes familiales, quand on disait des toasts, quand on prononçait des toasts, et c'est à travers des toasts qu'elle a pu recueillir toute cette information, parce que ça, je trouve extraordinaire qu'on ne disait pas aux enfants, bon, allez-y dans une autre pièce, vous devez jouer ailleurs. On ne leur interdisait pas de rester dans le salon près de la table, mais c'était une transmission qui n'était pas transmission directe. On n'allait pas raconter quelque chose qui était interdit à dire. Donc, on n'allait pas raconter ça aux enfants par crainte qu'un enfant pouvait raconter une histoire à l'école, se faire dénoncer, etc. Mais c'est comme ça qu'on passait, c'était vraiment un moyen de transmission de l'histoire familiale. Est-ce que ça racontait d'autres choses? Est-ce que ça racontait un peu les mythes, les légendes? Est-ce que ça racontait un peu l'histoire des déesses ou des vierges qui ont été retrouvées? Est-ce que ça raconte un peu quelque chose de la religion aussi ou pas? Oui, toujours, toujours. Dans le toast, on découvre toujours l'histoire de la Géorgie, l'histoire des batailles, l'histoire de guerres qui étaient importantes, l'histoire des reines ou des rois, et surtout l'histoire de Sainte Nino. Sainte Nino, elle est venue prêcher le christianisme en Géorgie tout au début du IVe siècle, et elle coupe la vigne. Donc, elle attache 2 branches, on dit roseau ou 2 branches de vigne. 2 bras, oui, 2 branches. D'accord. Elle coupe 2 branches et les attache elle coupe ses cheveux, sa natte, elle attache ces 2 branches avec ses cheveux et elle prêche le christianisme avec cette croix qui est faite, on dit Sainte Croix, la croix de la vigne. Et ça, je trouve, c'est absolument extraordinaire de cette transmission de cette culture de la vie qui va tout au travers de l'époque païenne et qu'elle transmet à l'époque, dès le début du christianisme. Donc, c'est une des histoires qui est préférée, je pense, de le repas. Ouais. Et on boit que à l'apéritif ou est-ce qu'on mange en même temps? Quand on fait les toasts, c'est avant le repas ou pendant tout le repas? C'est pendant tout le repas. Tout le repas. Pendant tout le repas. On commence. En fait, on ne boit pas à l'apéritif. Non? Ouais. Traditionnellement, il n'y a pas de ça. Mais ça existe. Ouais. Mais traditionnellement, non. Et on commence à boire, à manger, et puis les plats qui arrivent au fur et à mesure à table. Et donc, il y a toujours le premier toast, deuxième, il y a le toast pour la famille, pour la personne chez qui cette fête se produit, pour les enfants, il ne faut pas oublier les personnes décédées non plus. Et après le toast, il y a toujours le toast. Après ce toast, il y a toujours le toast pour la vie, c'est-à-dire pour les enfants, pour le futur. C'est un cycle, en fait. C'est un cycle de vie, comme dans la vigne, comme dans le toast, comme dans le kvevri, parce que le kvevri, c'est aussi un cycle de vie.
On dit jamais en Géorgie, on dira j'ai enterré un Khvevri. On n'enterre pas un Khvevri parce qu'on enterre quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus vivant, qui ne revient, qui va dans un autre monde, mais qui ne reviendra pas dans celui-ci. Comment on dit alors? On plante un Khvevri comme plante, un arbre. C'est parce que c'est un Khvevri, tu le plantes, tu mets le raisin là-dedans et tu ouvres 6 mois après pour sortir le vent. Et après, c'est l'été qui arrive, tu fais le vendage, donc ce vent de l'année précédente rencontre le vent que tu viens de presser, donc le jus de raisin, et tu le mets dans le Khvevri. Il va dans un autre monde 6 mois après pour renaître 6 mois après. Donc, c'est un cycle de vie. C'est comme dans les anciens contes, tu sais, dans les anciens contes, on va dans un monde, puis on revient, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vivant. Khvevri aussi, c'est quelque chose qui est vivant parce qu'on le plante, on l'entretient, on prend soin de lui pour qu'il nous donne le vent. Donc, c'est la même chose pour le toast aussi. J'ai l'impression que voilà, en tant que Français, je pose des questions de Français, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même toute une culture derrière le vin en Géorgie qui échappe un peu à notre façon de penser à nous, qui est un peu un lien avec tout ce qui est les mythes, tout ce qui est les liens très forts dans la famille, la consommation sur place, et non pas la mise en bouteille est très récente en Géorgie. Donc, c'est pas des vins qu'on achetait très cher ailleurs, on le faisait sur place et c'était une consommation pour chacun de la famille. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un univers qui est un peu différent, qu'on retrouve peut-être en France à certaines époques, mais il y a très longtemps quand même, où le vin était un peu sacré ou un peu. Mais le lien entre la Géorgie et le vin, c'est un lien paysan, alors que dans beaucoup de pays en Europe, c'était un vin. Le vin était plutôt réservé aux élites, qui étaient réservé plutôt à des gens qui avaient beaucoup d'argent. J'ai l'impression qu'en Géorgie, il y avait une consommation très paysanne du vin qui a, en fait, compte, été très peu fréquente en France, à l'encontre de ce qu'on peut croire. Donc, cette consommation est très particulière. Je crois qu'il faut, si on veut s'approprier le vin géorgien, je pense qu'il faut comprendre la culture ou essayer de comprendre la culture et non pas consommer comme un effet de mode. Alors, effet de mode qui est intéressant parce que là, on a vu un vin allemand qui est fait en macération, donc Heinrich. Et alors, la mode peut-être, mais encore une fois, ça c'est Pierre Frick qui fait des vins de macération depuis très longtemps. On peut pas accuser Pierre Frick d'être dans une mode. C'est quelqu'un qui s'approprie vraiment les choses de l'intérieur et qui fait un vin de macération sans soufre. Et on va voir s'il y a une différence avec le vin allemand. Mais ils sont l'idée pour eux, pour ce vignerons, ils viennent de vin géorgien? Ouais, c'est le même. L'idée, c'est la macération comme on fait en Géorgie. Jean-Pierre, la famille Frick, Jean-Pierre Frick, lui, a une consommation qui est de partage. Heinrich, je le connais pas personnellement, mais chez Jean-Pierre Frick, le vin est un liant avec les autres. Et pour lui, c'est un moyen de communiquer avec les gens. Donc, on retrouve quand même cette culture paysanne, cette culture de joie de vivre aussi chez lui. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Géorgie a influencé l'Allemagne, la France, l'Italie. On trouve les notes sont un peu plus fermées sur ce vin-là. On a un vin plus terrien. Tout à l'heure, on avait un vin qui était plus élancé, qui est sur une aromatique très ouverte, un peu même florale. Et là, on est sur la châtaigne, on est sur l'enracinement sur ce vin. Plutôt un vin d'hiver, sans soufre. C'est intéressant cette histoire de soufre. Voilà. Peux-tu nous raconter pourquoi le vin géorgien n'a pas besoin de soufre, par exemple? Je ne sais pas s'il a besoin ou il n'a pas besoin, mais je sais que le vin, il y a beaucoup de vignerons qui travaillent sans soufre. La fermentation spécifique
de macération fait que justement ça protège le vin, justement. Dans le Qvevri, oui. Ouais, J'avoue que je n'ai pas étudié cette question concernant le soufre, mais toi, tu connais très bien. Alors, je sais que tu le connais très bien. La réponse, alors. En fin de compte, le fait de mettre enfermé comme ça avec les pots fait qu'on a moins besoin de protection d'oxygène, parce que tout est protégé comme ça avec le marc qui est au-dessus. Et la macération fait que ça protège ce type de macération fait que ça protège un peu le vin de l'oxydation et des bactéries. Donc du coup, il y a des levures qui sont sur place et qui sont très 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 vivantes, très très actives. Et cette fermentation fait qu'on a moins besoin de soufre que dans les cuves un peu modernes, dans les vinifications modernes. C'est un intérêt important et c'est pour ça qu'il y a une espèce de mode dont je me méfie beaucoup parce que la mode va déformer un peu la vision de vin géorgien. On aura une vision un peu occidentale, française, en regardant la Géorgie. Et c'est intéressant que tu nous expliques un peu justement comment les Géorgiens, eux, voient le vin de l'intérieur. Eux, ils voient devant le vin d'eux. Je n'ai pas entendu le dernier mot. De l'intérieur. De l'intérieur, oui, oui. Bon, tu vois, tout d'abord, actuellement, ce qui concerne, c'est ce qui passe actuellement, ce qui concerne de cette mode, bien sûr, il y a une certaine fierté nationale, puis c'est tout à fait normal, parce que tu imagines qu'il y a encore 20 ans, 30 ans, et il y a encore 50 ans, etc. Le vin de Qvevri, c'était uniquement la consommation dans le pays. On n'aurait jamais imaginé que ça pouvait sortir, ça pouvait passer de frontières, c'était inimaginable. Et encore, je me souviens, il y a à peu près 13-14 ans, quand les tout premiers articles se sont apparus sur le vin de Qvevri, parce que donc ce qui est important à savoir aussi, que ce sont les vignerons qui font le vin nature qui ont commencé cette démarche, parce que le premier export, c'était en 2005, ils présentent leur vin nature, qui sont faits dans le Qvevri en Italie. C'est à partir de 2005 que ça commence. Et dire qu'actuellement, il y a des gens qui font, comme tu nous as montré, qui font le vin de macération parce qu'ils sont impressionnés, parce qu'ils sont influencés ou parce qu'ils juste parce qu'ils se sont intéressés à cette méthode, ça c'est très agréable à voir. Et encore, il y a 13-14 ans, quand les premiers articles dans les journaux se sont apparus sur le vin, tout le monde écrivait les amphores géorgiennes, Les Géorgiens, ils n'étaient pas du tout contents, mais ils disaient au moins, c'est le début, ce sont des premiers pas et le jour viendra quand tout le monde dira Qvevri. Et oui, et aujourd'hui, personne ne dira amphore géorgienne. Personne ne dit ça, on dit Qvevri. Et donc, ça c'est quelque chose qui vient du travail. On a énormément travaillé sur cette question. Et le vin en Géorgie, c'est tout d'abord, tout le monde le fait, mais tout le monde. On peut trouver des personnes qui n'ont pas de vignes, qui habitent dans une ville, au 9e ou au 16e étage dans un immeuble, mais la personne va aller pendant le vendage, va chercher les vignes, le raisin, pardon. Il va acheter les raisins, il va presser chez lui, dans sa cuisine, dans la salle de bain, mais il va quand même faire un peu de vin pour sa propre consommation et pour accueillir les amis. Il dira, voilà, donc moi, je fais mon vin. Et c'est impossible à comprendre, mais tout le monde est vraiment très lié. Et actuellement, ce que j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que ça nous a apporté, cette mode? Moi, je vois des jeunes vignerons qui sont ex-vignerons et vigneronnes aussi. Il y a beaucoup de vignerons en Géorgie. Ces jeunes, ils sont en train de faire un travail merveilleux parce que d'un côté, ils ont toutes ces traditions
qui leur a été transmis par leurs grands-parents, par leur famille. Ils ont les kvevri ou les chais où ils commencent à acheter, ceux qui n'ont pas. Et d'autre part, ce sont les gens qui vont faire les études, qui font les études, qui s'intéressent, qui lisent énormément toutes les publications sur toutes les langues qui sont en anglais, en français, et qui vont mettre ensemble ce savoir ancestral et les connaissances d'aujourd'hui qu'ils ont. Donc, ils vont mettre ensemble, ils s'intéressent, ils disent, ils se posent la question, si mon grand-père, il nettoyait kvevri comme ça, pourquoi il le nettoyait uniquement avec ce type de, ce branche, ou uniquement parce que, par exemple, on sait qu'ils allaient couper une certaine plante et on utilisait les feuilles de certaines plantes pour nettoyer, parce que ça tuait des bactéries, il paraît que ça tuait certaines bactéries. Et donc, comme ça, ces jeunes gens, ils sont en train de superposer les savoirs ancestraux, les connaissances pour faire le travail mieux que possible et puis produire le vin qui sont bons, intéressants, qui restent le vin géorgien, mais en même temps dire que de se poser des questions, est-ce que toutes les traditions sont bonnes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté, parce qu'on sait que dans des traditions, il peut y avoir des choses qui sont transmises automatiquement, mais c'est très bien de se poser des questions. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça vraiment magnifique et j'admire leur travail. Alors, on va dire victoire au vin géorgien. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Tu as beaucoup d'informations et puis tu nous as fait partager ta passion. C'est très, très agréable. Merci. Merci beaucoup.